Émilie était assise dans un café faiblement éclairé, ses doigts tambourinant nerveusement sur la table en bois usé. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mais elle était trop anxieuse pour apprécier son arôme réconfortant. Son regard ne cessait de se porter vers la porte d'entrée, attendant l'arrivée de Clara, une femme qu'elle ne connaissait que depuis quelques semaines. Les 5 000 € qu'elle avait accepté de payer pesaient lourd dans son sac. Elle avait dû vider ses économies et emprunter à sa sœur pour rassembler cette somme. Le service que Clara proposait était censé résoudre tous ses problèmes discrètement, sans poser de questions. Mais maintenant, assise dans ce café où les conversations des autres clients semblaient lointaines et floues, Émilie commençait à douter. La clochette de la porte tinta, et Clara fit son entrée. Grande, élégante, elle traversa la salle avec une assurance qui fit se retourner plusieurs clients. Émilie sentit son cœur s'accélérer. Clara portait un tailleur gris anthracite qui lui donnait l'air d'une femme d'affaires respectable, mais quelque chose dans son regard mettait Émilie mal à l'aise. « Bonjour, Émilie, » dit Clara en s'asseyant face à elle. Sa voix était douce, presque mielleuse, mais ses yeux restaient froids. « J'espère que vous avez ce dont nous avons parlé. » Émilie hocha la tête, ses mains moites agrippant son sac. « Oui, j'ai tout rassemblé. 5 000 €, comme convenu. » Clara fit tourner lentement sa cuillère dans la tasse de café qu'elle venait de commander. Le tintement métallique contre la porcelaine résonnait comme un conte à rebours dans les oreilles d'Émilie. « En fait, » commença Clara, se penchant en avant, « il y a eu quelques complications. » Le mot « complication » fit l'effet d'une douche froide à Émilie. Elle connaissait ce genre de tactique, l'avait vu dans les films, mais n'aurait jamais pensé en faire l'expérience personnellement. « Des complications », répéta-t-elle, sa voix trahissant son inquiétude. « Les choses sont plus complexes que prévu, » expliqua Clara, son ton devenant plus dur. « Il me faudra 5 000 € supplémentaires pour couvrir les frais imprévus. » Émilie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ce n'était pas l'accord, » protesta-t-elle faiblement. « Je ne peux pas. Je n'ai pas cette somme. » Clara haussa les épaules avec une indifférence calculée. « Ce n'est pas mon problème. Vous voulez que le travail soit fait correctement, non ?» La tête d'Émilie bourdonnait. Elle avait déjà du mal à joindre les deux bouts, et maintenant ça ? J'ai vidé mes économies pour rassembler les 5 000 €. Je ne peux pas en trouver plus. Vous êtes créative, Émilie. Je suis sûre que vous trouverez une solution. Le sourire de Clara était celui d'un prédateur. Vous avez une semaine. Le café semblait soudain trop petit, l'air trop rare. Émilie chercha ses mots, mais rien ne venait. Elle avait l'impression d'être prise au piège, comme un animal acculé. Les conversations autour d'elle continuaient, créant un fond sonore surréaliste à cette scène qui bouleversait sa vie. Mais l'accord, commença Émilie, sa voix tremblante. Clara la coupa d'un geste sec. L'accord a changé. C'est comme ça que ça marche dans ce genre d'affaires, Émilie. On s'adapte aux circonstances. Émilie regarda autour d'elle, cherchant désespérément une échappatoire, un visage ami, n'importe quoi. Mais les autres clients étaient absorbés dans leur propre conversation, leur propre vie, inconscients du drame qui se jouait à quelques mètres d'eux. « Je ne peux vraiment pas », insista Émilie, mais sa voix se brisa. Elle savait que Clara ne céderait pas. Cette femme avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait. « Écoutez, » dit Clara, son ton devenant plus menaçant, « vous êtes déjà impliqué. Vous ne pouvez plus faire marche arrière maintenant. Soit vous trouvez l'argent, soit... » Elle laissa sa phrase en suspens, mais la menace était claire. Émilie sentit des larmes lui monter aux yeux. Comment avait-elle pu être aussi naïve? Comment avait-elle pu croire que tout serait aussi simple? « Je pourrais peut-être emprunter à des amis, » murmura Émilie, plus pour elle-même que pour Clara. « Faites ce que vous voulez, mais trouvez cet argent. » Clara sortit son téléphone et le posa sur la table. « Je vais vous envoyer les coordonnées pour le versement. N'essayez pas de me doubler, Émilie. Vous n'aimeriez pas les conséquences. » Émilie regarda le téléphone comme s'il s'agissait d'une arme pointée sur elle. Dans un sens, c'en était une. Ce petit appareil contenait probablement assez d'informations pour ruiner sa vie. Le serveur passa près de leur table, demandant si elle désirait autre chose.
Clara commanda un autre café avec un sourire charmant, comme si elles n'étaient que deux amies en train de bavarder. Émilie secoua la tête, incapable de parler. Une semaine, répéta Clara une fois le serveur parti. Pas un jour de plus. Émilie essaya de calculer mentalement ses options. Elle pourrait peut-être vendre sa voiture, même si elle en avait besoin pour aller travailler. Ou emprunter à la banque, mais avec son crédit actuel, c'était peu probable. Chaque possibilité semblait plus désespérée que la précédente. Et si je contacte la police ? La question lui échappa avant qu'elle puisse la retenir. Le rire de Clara fut bref et glacial. Vraiment, Émilie ? Vous pensez que c'est une bonne idée ? Réfléchissez bien aux conséquences. Pour vous, pour votre famille. Émilie sentit son courage s'évaporer. Clara avait raison. Elle était piégée. La police ne pourrait rien faire sans mettre en danger tout ce qu'elle essayait de protéger. Je trouverai l'argent, dit-elle finalement, sa voix à peine audible. Sage décision. Clara se leva, lissa son tailleur d'un geste élégant. Une semaine, Émilie. Je vous contacterai pour les détails. Elle partit comme elle était venue, avec assurance et élégance, laissant derrière elle une Émilie brisée et terrifiée. Le café continuait de bourdonner d'activité autour d'elle, mais Émilie se sentait complètement isolée, comme si elle était enfermée dans une bulle de peur et de désespoir. Elle resta assise pendant ce qui lui sembla des heures, fixant sa tasse de café devenue froide. Les autres clients allaient et venaient, le soleil commençait à décliner, projetant des ombres de plus en plus longues à travers les fenêtres du café. Mais Émilie ne bougeait pas, paralysée par la peur et l'incertitude. Ce n'est que lorsque son téléphone vibra qu'elle sortit de sa torpeur. Un message de Clara, les coordonnées bancaires, suivi d'un simple TikTok. Le compte à rebours avait commencé. La semaine passa comme dans un brouillard. Émilie n'avait réussi à rassembler qu'une fraction de la somme demandée, malgré ses efforts désespérés. Maintenant, elle se retrouvait à nouveau dans ce même café, mais cette fois-ci, son mari Marc était assis quelques tables plus loin, censé lui apporter un sentiment de sécurité. La présence de Marc aurait dû la rassurer, mais elle ne faisait qu'ajouter à son stress. Clara arriva avec 15 minutes de retard, une tactique délibérée qu'Émilie en était sûre. Chaque minute d'attente avait été une torture, transformant son angoisse en une boule pesante dans son estomac. Le bruit de la porte qui s'ouvrait la fit sursauter, et elle vit Clara s'avancer vers elle, aussi élégante et intimidante que la dernière fois. « Là alors ?» demanda Clara sans préambule, s'asseyant en face d'Émilie. Son parfum coûteux envahit l'espace entre elles, aussi étouffant que sa présence. Émilie prit une profonde inspiration. « J'ai réussi à rassembler 2000 €, dit-elle, sa voix tremblante. J'aurai le reste bientôt, je vous le promets. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. » Le visage de Clara se durcit instantanément. Ses yeux, d'habitude calculateurs, s'embrasèrent d'une colère à peine contenue. « Un peu plus de temps, répéta-t-elle, sa voix dangereusement basse. Je vous avais donné une semaine. 7 jours entiers. Je sais, balbutia Émilie, jetant un coup d'œil nerveux vers Marc, qui fixait obstinément son téléphone. Mais c'est plus compliqué que prévu. Les banques ne prêtent pas facilement, et... Je me fiche de vos excuses, coupa Clara, se penchant en avant. Vous vous moquez de moi ? Vous pensez que je ne suis pas sérieuse ? Émilie secoua vivement la tête. Non, pas du tout. Je prends ça très au sérieux. C'est juste que... Que quoi ? Le ton de Clara montait progressivement, attirant l'attention des tables voisines. Que vous pensiez pouvoir me manipuler ? Me faire attendre ? Me prendre pour une idiote ? La tension montait dangereusement. Émilie sentait la sueur perler dans son dos, ses mains tremblaient sous la table. Les autres clients commençaient à les regarder ouvertement, certains chuchotant entre eux. « S'il vous plaît, murmura Émilie, baissez la voix. On peut en discuter calmement. » Calmement. Clara laissa échapper un rire sec qui ressemblait plus à un aboiement. « J'ai été plus que patiente avec vous, Émilie. Plus que raisonnable. Et voilà comment vous me remerciez ?» Émilie jeta un nouveau regard désespéré vers Marc, mais il semblait absorbé par son écran,
comme si la scène qui se déroulait à quelques mètres de lui ne le concernait pas. Son indifférence apparente lui fit mal, presque autant que les menaces de Clara. « Je vais trouver l'argent, promit Émilie, sa voix à peine audible. « Je peux vendre ma voiture, demander une avance sur mon salaire. » Assez. Clara frappa la table du plat de la main, faisant sursauter plusieurs clients. « J'en ai assez de vos promesses creuses. » Le serveur s'approcha timidement de leur table. « Mesdames, tout va bien ? » « Tout va parfaitement bien, » répondit Clara avec un sourire glacial qui le fit reculer. « N'est-ce pas, Émilie ?» Émilie ne put que hocher faiblement la tête, et le serveur s'éloigna à contre-séhur. Dès qu'il fut hors de portée, Clara se pencha encore plus près, son visage à quelques centimètres de celui d'Émilie. « Vous avez jusqu'à ce soir, siffla-t-elle. « Pas demain, pas la semaine prochaine. Ce soir. » « Ce n'est pas possible, » protesta faiblement Émilie. « Vous savez que c'est impossible. » Ce fut la goutte d'eau. Le visage de Clara se transforma, toute trace de contrôle disparaissant. En un éclair, sa main fendit l'air et s'abattit violemment sur la joue d'Émilie. Le bruit de la gifle résonna dans le café soudain silencieux. La force du coup envoya Émilie au sol, sa chaise se renversant dans un fracas métallique. Sa tête heurta le carrelage froid, et pendant un instant, tout devint flou. Elle pouvait sentir le goût métallique du sang dans sa bouche, là où ses dents avaient entaillé sa lèvre. Le café était figé dans un silence stupéfait. Les conversations s'étaient arrêtées net, les tasses suspendues à mi-chemin des lèvres, tous les yeux rivés sur la scène. Émilie resta allongée sur le sol, sa joue brûlante, son corps tremblant de choc et d'humiliation. À travers ses larmes, elle chercha Marc du regard. Il était toujours assis à sa table, les yeux baissés, ses mains crispées sur son téléphone. Son inaction était comme un second coup, plus douloureux encore que la gifle de Clara. Comment pouvait-il rester là, immobile, pendant qu'elle était attaquée ? Clara se tenait au-dessus d'elle, droite et menaçante, sans la moindre trace de remords sur son visage. « Voilà ce qui arrive quand on me prend pour une idiote, » dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. « La prochaine fois sera pire. » Lentement, douloureusement, Émilie se redressa. Ses jambes tremblaient tellement qu'elle dut s'appuyer sur une table voisine pour se relever. Personne ne fit un geste pour l'aider, pas même les clients qui, quelques secondes plus tôt, semblaient si concernés par la situation. Commença Émilie, mais sa voix se brisa. Que pouvait-elle dire ? Comment était-elle arrivée là, humiliée publiquement dans un café, pendant que son mari regardait ailleurs ? Clara ramassa son sac avec une élégance étudiée. « Ce soir, Émilie. Ne me décevez pas une nouvelle fois. » Elle sortit du café d'un pas assuré, laissant derrière elle un silence pesant et une Émilie brisée. Peu à peu, les conversations reprirent, d'abord en chuchotement, puis plus normalement. Les gens détournèrent le regard, retournant à leur café et leurs discussions comme si rien ne s'était passé. Mais Émilie restait là, debout, sa joue en feu, son monde en miettes. Elle regarda à nouveau vers Marc, espérant peut-être qu'il se lèverait enfin, qu'il viendrait la réconforter, l'aider, faire quelque chose. Mais il resta assis, évitant toujours son regard, comme s'il était un simple spectateur et non son mari, son protecteur supposé. Une serveuse s'approcha timidement, lui tendant une serviette humide. « Vous voulez que j'appelle quelqu'un ?» demanda-t-elle doucement. « La police peut-être ?» Émilie secoua la tête, essuyant ses larmes d'un geste rageur. « Non » murmura-t-elle. « Ça ne ferait qu'empirer les choses. » Elle rassembla ses affaires d'une main tremblante, ignorant les regards compatissants ou curieux des autres clients. La colère commençait à remplacer la peur et l'humiliation. Une colère dirigée non seulement contre Clara, mais aussi contre Marc, contre elle-même, contre toute cette situation qui avait échappé à son contrôle. En sortant du café, elle ne regarda pas si Marc la suivait. Pour la première fois, elle sentait une force nouvelle naître en elle, née de l'humiliation et de la trahison. Elle ne serait plus une victime. Il était temps de reprendre le contrôle. Le trajet en voiture jusqu'à leur maison se déroula dans un silence glacial. Émilie conduisait, ses mains crispées sur le volant, tandis que Marc regardait par la fenêtre, comme fasciné par le paysage urbain qu'il voyait pourtant tous les jours.
La circulation dense leur donnait une excuse pour ne pas parler, mais les questions d'Émilie bouillonnaient, menaçant de déborder à chaque instant. Quand ils arrivèrent enfin chez eux, Émilie claqua sa portière avec plus de force que nécessaire. Le bruit résonna dans leur allée, faisant sursauter un chat du voisinage. Marc la suivit comme une ombre jusqu'à la porte d'entrée, maintenant toujours cette distance prudente entre eux, comme s'il craignait une explosion imminente. À peine entrés dans leur salon, Émilie se retourna brusquement. « Tu vas enfin m'expliquer ?» Sa voix tremblait de colère contenue. Marc évita son regard, jouant avec ses clés. « Expliquer quoi ?»« L'expliquer quoi ?» répéta Émilie, incrédule. « Tu plaisantes, j'espère ? Tu étais là, Marc. Tu as tout vu. Tu as vu cette femme me gifler, me jeter au sol, et tu n'as rien fait. Absolument rien. Je ne voulais pas envenimer la situation, marmonna-t-il, se dirigeant vers la cuisine comme pour fuir la confrontation. Émilie le suivit, refusant de le laisser s'échapper. Envenimer la situation ? J'étais par terre, Marc. Par terre. Dans un café plein de monde, pendant que mon mari restait assis à regarder son téléphone comme si rien ne se passait. Marc sortit une bière du réfrigérateur, un geste tellement banal qu'il en devenait surréaliste dans les circonstances. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Que je me batte avec elle ? Que je cause une scène encore plus grande ? Une scène plus grande ? La voix d'Émilie monta d'un octave. Elle m'a agressée. N'importe qui, n'importe quel étranger dans ce café aurait pu intervenir. Mais toi, mon mari, tu es resté assis à faire semblant de ne rien voir. Marc prit une longue gorgée de sa bière, s'appuyant contre le comptoir de la cuisine. Son visage trahissait un malaise grandissant, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qu'Émilie n'arrivait pas à identifier. « Tu ne comprends pas, dit-il finalement, fixant le sol. C'est plus compliqué que ça. Là alors explique-moi, insista Émilie, s'approchant de lui. Parce que là, je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas comment l'homme que j'ai épousé, l'homme qui a promis de me protéger, a pu rester sans rien faire pendant que j'étais attaquée. » Le silence qui suivit était assourdissant. Dans la cuisine familière où ils avaient partagé tant de moments heureux, l'atmosphère était devenue étouffante. Les photos sur le réfrigérateur, témoins de leur bonheur passé, semblaient maintenant les narguer. « Tu as peur d'elle ?» demanda soudain Émilie, une nouvelle possibilité se dessinant dans son esprit. « Elle t'a menacé aussi ?» Marc secoua la tête, mais trop vite, trop nerveusement. « Non, ce n'est pas ça. » « Alors quoi ?» Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de frustration. « Qu'est-ce que tu me caches, Marc ?» Le silence de Marc était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Émilie l'observait, remarquant pour la première fois les petits détails qu'elle avait manqués ces dernières semaines, ses cernes plus prononcées, sa façon de sursauter quand son téléphone sonnait, ses absences inexpliquées. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle doucement, une nouvelle compréhension s'installant lentement. « De quoi tu parles ?» La réponse de Marc était trop rapide, trop défensive. « Tu la connais, n'est-ce pas ? Clara. Ce n'est pas la première fois que tu la vois. » Marc posa sa bière avec un bruit sourd. Ses mains tremblaient légèrement. « Émilie, s'il te plaît. » Non, coupa-t-elle, sa voix devenant plus ferme. Plus de « s'il te plaît », plus d'excuses. Je veux la vérité. Tu me dois au moins ça. Il passa une main sur son visage, soudain vieilli par le poids de secrets trop longtemps gardés. Je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi ? La colère d'Émilie montait à nouveau. Et tu ne peux pas être honnête avec ta femme ? Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu es resté assis pendant qu'une femme m'agressait ? Marc commença à faire les 100 pas dans la cuisine, un animal en cage. Tu ne comprends pas dans quelle situation on est. On, releva Émilie. Il n'y a pas de on, Marc. Il y a moi, par terre dans ce café, et toi, qui regardais ailleurs. Alors explique-moi. Fais-moi comprendre. Le silence s'étira encore, ponctué seulement par le bruit des pas de Marc sur le carrelage et le tic-tac incessant de l'horloge murale. Émilie attendait, son cœur battant douloureusement dans sa poitrine. Chaque seconde qui passait confirmait ses soupçons grandissants.
Je vais faire du café, dit-elle finalement, se tournant vers la cafetière. Ce geste quotidien lui donnait quelque chose à faire, une encre dans cette réalité qui devenait de plus en plus surréaliste. Je ne veux pas de café, marmonna Marc. Ce n'est pas pour toi. La voix d'Émilie était calme maintenant, presque détachée. Je vais faire du café, et tu vas t'asseoir. Et tu vas tout me dire. Absolument tout. Marc la regarda un long moment, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Cette femme devant lui n'était plus la même que celle qui avait quitté la maison ce matin. Quelque chose avait changé, s'était durci en elle. D'accord, dit-il finalement, s'asseyant lourdement à la table de la cuisine. D'accord. Mais tu ne vas pas aimer ce que tu vas entendre. Émilie plaça 2 tasses sur la table, le bruit de la porcelaine résonnant dans le silence tendu. Je n'aime déjà rien de tout ça, Marc. Mais j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de comprendre pourquoi mon mari m'a laissé tomber au moment où j'avais le plus besoin de lui. Elle s'assit en face de lui, les mains serrées autour de sa tasse brûlante. Le café noir reflétait leur visage tendu, comme un miroir sombre de leur mariage qui se fissurait un peu plus à chaque seconde. Commence par le début, dit-elle doucement. Comment as-tu rencontré Clara ? Marc prit une profonde inspiration, comme un homme sur le point de plonger dans des eaux profondes et dangereuses. L'histoire qu'il s'apprêtait à raconter allait tout changer, ils le savaient tous les deux. Mais ils avaient dépassé le point de non-retour. L'odeur du café emplissait la cuisine, mais ni Émilie ni Marc n'y touchaient. Les tasses fumantes restaient intactes entre eux, comme une barrière symbolique. Marc fixait la table, traçant des motifs invisibles du bout du doigt. J'ai rencontré Clara il y a 6 mois, commença-t-il enfin, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Au début, c'était pour une affaire banale au bureau. Elle représentait un client potentiel. Émilie resta silencieuse, attendant la suite. Elle remarqua que les mains de Marc tremblaient légèrement. Tout semblait normal au début. Des réunions professionnelles, des contrats à négocier. Mais un jour, elle m'a convoqué dans son bureau après les heures de travail. Elle avait découvert quelque chose. Il s'arrêta, prenant une gorgée de café devenu tiède. Émilie pouvait voir la sueur perler sur son front. Cette année-là, quand l'entreprise traversait une mauvaise passe, j'ai falsifié certains documents. Je pensais que personne ne le remarquerait, que c'était temporaire, juste pour nous sortir du rouge. Mais Clara l'a découvert. Émilie sentit son estomac se nouer. Tu as commis une fraude ? Je voulais sauver l'entreprise, sauver nos emplois. Je pensais pouvoir arranger les choses avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Il eut un rire amer. Mais Clara, elle voit tout. Et elle t'a fait chanter, compléta Émilie, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. Marc hocha la tête. Au début, c'était des petites sommes. Elle disait que c'était pour garder le secret. Puis les montants ont augmenté. Chaque fois que je pensais en avoir fini, elle revenait avec de nouvelles exigences. Émilie se leva brusquement, incapable de rester assise. Elle se mit à faire les 100 pas dans la cuisine, son esprit tournant à toute vitesse. C'est pour ça que nos économies ont fondu ces derniers mois ? C'est là qu'est passé l'argent ? Je ne savais pas quoi faire, murmura Marc. Si elle parle, je perds mon travail, je vais en prison. Tout ce qu'on a construit. Alors tu l'as laissé me menacer ? Me frapper ? La voix d'Émilie tremblait de colère contenue. Tu l'as regardé me détruire pour protéger ton secret ? Marc se prit la tête dans les mains. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Quand elle a commencé à te menacer, j'ai paniqué. Émilie s'arrêta devant la fenêtre de la cuisine, regardant leur jardin paisible. Les rosiers qu'ils avaient plantés ensemble l'année dernière étaient en fleurs, ignorant le drame qui se jouait à l'intérieur. Combien lui as-tu donné en tout ? Presque 100 000 €, avoua Marc dans un souffle. Émilie se retourna si vivement que sa tasse de café vacilla sur la table. 100 000 €? Comment ? Où as-tu trouvé tout cet argent ? J'ai vendu des actions, vidé notre compte épargne, emprunté à droite à gauche. Marc semblait se tasser sur sa chaise à chaque mot. J'ai même hypothéqué la maison. Tu as fait quoi ?
La voix d'Émilie était à peine audible. Sans m'en parler? Sans mon accord? J'ai falsifié ta signature, admit-il, les yeux rivés au sol. Je sais que c'est impardonnable, mais j'étais désespérée. Émilie dut s'appuyer contre le comptoir pour ne pas tomber. Chaque nouvelle révélation était comme un coup de poignard. L'homme qu'elle croyait connaître, avec qui elle partageait sa vie depuis 10 ans, se révélait être un étranger. Et maintenant, demanda-t-elle après un long silence. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Marc sortit son téléphone et le posa sur la table. Elle m'envoie des messages tous les jours. Des menaces, des demandes d'argent. Je ne sais plus quoi faire. Émilie s'approcha et prit le téléphone. Les messages défilaient sous ses yeux, des mois de chantage et de manipulation. Clara savait exactement quel bouton presser, comment maintenir la pression sans jamais la relâcher. Montre-moi les documents, dit-elle soudain. Ceux que tu as falsifiés. Émilie. Montre-moi, insista-t-elle. Si on doit se sortir de ce cauchemar, j'ai besoin de tout savoir. À contre-séhur, Marc se leva et alla chercher son ordinateur portable. Ses mains tremblaient tellement qu'il mit plusieurs tentatives à taper son mot de passe. Émilie s'assit à côté de lui, regardant les fichiers s'ouvrir un par un. Plus elle lisait, plus son cœur se serrait. Ce n'était pas simplement quelques chiffres modifiés ici et là. C'était un système élaboré de fausses factures, de comptes truqués, de détournements habiles. Marc avait peut-être commencé avec de bonnes intentions, mais il s'était enfoncé profondément dans l'illégalité. « Tu réalises que Clara n'arrêtera jamais, dit-elle finalement. Tant qu'elle aura ce pouvoir sur toi, sur nous, elle continuera. » Marc hocha la tête misérablement. « Je ne sais pas comment en sortir. » Émilie ferma l'ordinateur d'un geste sec. Une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. « Moi, je sais. » Marc la regarda avec surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire? On va la piéger à son propre jeu. » Émilie se leva et commença à rassembler les documents éparpillés sur la table. « Tu as gardé des traces de tous les versements que tu lui as faits? » Oui, mais... Et tu as enregistré ces menaces, ces messages? Oui, mais Émilie, on ne peut pas aller à la police. Si cette histoire éclate, on n'ira pas à la police. Pas encore. Émilie sortit son propre téléphone. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Quelqu'un qui sait comment gérer ce genre de situation. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, une lueur d'espoir traversa le regard de Marc. Tu es sûr? Non, admit Émilie. Mais je suis sûre d'une chose, je ne la laisserai pas détruire notre vie. Elle pense avoir tout le pouvoir, mais elle a fait une erreur. Laquelle? Elle m'a sous-estimée. Émilie regarda son mari droit dans les yeux. Elle pensait que j'étais faible, que je me laisserais faire. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Marc la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Cette femme forte et déterminée qui se tenait devant lui était bien loin de celle qui tremblait dans le café quelques heures plus tôt. La métamorphose était aussi fascinante qu'effrayante. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-il doucement. « On va lui tendre un piège », répondit Émilie. « Et cette fois, c'est nous qui allons dicter les règles du jeu. » Le lendemain matin, Émilie était assise dans la cuisine, son ordinateur portable ouvert devant elle, une tasse de café fumante à portée de main. Elle n'avait presque pas dormi, passant la nuit à élaborer son plan. Marc dormait encore à l'étage, épuisé par les révélations de la veille. Son téléphone vibra. C'était Sophie, son amie d'enfance devenue inspectrice de police. « Je peux te voir dans 1 heure ?» demanda la voix familière à l'autre bout du fil. « Au café des artistes ?» proposa Émilie. « Celui qui est loin du centre. »« Parfait. » Et Émilie, viens seule. Le café des artistes était un petit établissement discret, fréquenté principalement par des étudiants en art de l'école voisine. Sophie était déjà installée dans un coin reculé quand Émilie arriva. Ses cheveux courts et son allure décontractée ne laissaient en rien deviner sa profession. « Tu as l'air épuisée » constata Sophie alors qu'Émilie s'asseyait. « J'ai connu des jours meilleurs. » Émilie sortit une clé USB de son sac. « J'ai besoin de ton aide, mais ce que je vais te montrer doit rester entre nous. Du moins pour l'instant. »
Sophie prit la clé USB, son visage se durcissant alors qu'elle parcourait les documents sur son ordinateur portable. Les messages de Clara, les relevés bancaires, les preuves du chantage, tout y était soigneusement organisé. « C'est sérieux, Émilie, dit-elle finalement. « Très sérieux. Tu réalises que ton mari a commis plusieurs délits ? » « Je sais. » Émilie serra sa tasse de café. « Mais Clara est pire. Elle ne fait pas que du chantage. Elle utilise la violence, les menaces. Et je suis sûre que nous ne sommes pas ses seules victimes. » Sophie continua à faire défiler les documents. « Tu veux que je fasse des recherches sur elle ? » Officieusement, précisa Émilie. « Je ne veux pas porter plainte. » Pas encore. Je veux d'abord comprendre à qui on a affaire. Et tu joues à un jeu dangereux, avertit Sophie. Cette femme n'est pas du genre à reculer facilement. Je ne reculerai pas non plus. La voix d'Émilie était ferme. Elle a fait l'erreur de croire que j'étais faible. Que je me contenterais d'être une victime. Sophie observa son amie avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Qu'est-ce que tu as en tête exactement ? Je veux retourner son propre système contre elle. Émilie se pencha en avant, baissant la voix. Elle fonctionne grâce à la peur, à la honte de ses victimes. Mais que se passerait-il si nous n'avions plus peur ? Si nous avions des preuves qu'elle fait la même chose à d'autres personnes ? Sophie réfléchit un moment. Je pourrais faire quelques recherches discrètes. Voir si d'autres plaintes ont été déposées, même si elles n'ont pas abouti. Et je suis sûre que Marc n'est pas le seul cadre qu'elle fait chanter, ajouta Émilie. Il doit y en avoir d'autres, dans d'autres entreprises. Tu veux constituer un dossier contre elle, comprit Sophie. Rassembler suffisamment de preuves pour qu'elle ne puisse plus s'en sortir. Exactement. Émilie sortit un autre document de son sac. J'ai déjà commencé à faire des recherches sur son passé. Il y a des zones d'ombre, des périodes où elle semble disparaître complètement. Sophie examina le document avec attention. Tu as raison. Ces interruptions dans son parcours, ce n'est pas normal. Je peux creuser de ce côté-là. Il y a autre chose, continua Émilie. Je veux organiser une rencontre avec elle. Une dernière confrontation. C'est trop dangereux, protesta Sophie immédiatement. Pas si on la prépare correctement. Émilie sortit un petit appareil de son sac. J'ai acheté ça ce matin. C'est un enregistreur haute qualité. La prochaine fois que je la verrai, chaque mot sera enregistré. Sophie secoua la tête. Et tu ne peux pas utiliser ça devant un tribunal. Pas sans son consentement. Je ne cherche pas à l'utiliser devant un tribunal. Pas tout de suite. Je veux qu'elle sache que nous avons des preuves. Que nous pouvons la détruire aussi facilement qu'elle pense pouvoir nous détruire. Le silence s'installa entre les deux amis. Au loin, on entendait le bruit des machines à café et les conversations étouffées des autres clients. Tu réalises que c'est risqué, dit finalement Sophie. Si elle découvre ce que tu prépares. Là, elle m'a déjà frappé en public, répondit Émilie avec un sourire amer. Qu'est-ce qu'elle peut faire de pire ? Beaucoup de choses, répondit gravement Sophie. Les gens comme elle ne reculent devant rien quand ils se sentent menacés. Émilie hocha la tête. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Je veux que tout soit parfaitement préparé. Pas de place pour l'improvisation. Sophie soupira profondément. D'accord. Je vais t'aider. Mais on fait ça à ma façon. Avec des garanties, des précautions. Tout ce que tu voudras. Et d'abord, tu ne la rencontres plus seule. Jamais. Sophie sortit un petit carnet et commença à noter. Ensuite, on met en place un système de surveillance. Je connais des gens de confiance qui peuvent nous aider. Émilie écoutait attentivement, prenant des notes sur son téléphone. Le plan prenait forme, plus solide et plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Et Marc, demanda Sophie. Tu es sûre qu'il ne va pas tout faire rater ? Émilie hésita un instant. Il est terrifié. Mais il sait qu'on n'a pas le choix. Clara ne s'arrêtera jamais d'elle-même. Il va falloir qu'il soit fort, prévint Sophie. Ce genre d'opération ne fonctionne que si tout le monde joue parfaitement son rôle.
Il le sera, affirma Émilie avec plus de conviction qu'elle n'en ressentait réellement. Il n'a pas le choix. Nous n'avons plus le choix. Sophie referma son ordinateur. Très bien. On commence quand? Maintenant, répondit Émilie. Plus on attend, plus elle devient dangereuse. Les deux femmes se levèrent, leur plan prenant déjà forme dans leur esprit. Émilie sentait l'adrénaline courir dans ses veines, mélange de peur et d'excitation. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait en contrôle de la situation. Une dernière chose, dit Sophie alors qu'elle quittait le café. Ne sous-estime pas Clara. Des gens comme elle ont toujours un coup d'avance. Émilie hocha la tête. Je sais. C'est pour ça que notre plan doit être parfait. On n'aura pas de deuxième chance. Le restaurant choisi pour la confrontation était un établissement haut de gamme du centre-ville. Émilie avait délibérément sélectionné un endroit public mais discret, où les tables espacées permettaient des conversations privées. L'enregistreur dissimulé dans son sac à main captait chaque bruit, chaque murmure. Sophie et son équipe étaient dispersées dans la salle, se faisant passer pour des clients ordinaires. Émilie les avait à peine reconnus en entrant, preuve de leur professionnalisme. Marc était assis au bar, nerveux mais déterminé, jouant son rôle dans leur plan minutieusement orchestré. Émilie vérifia son téléphone une dernière fois. Le message de Clara était bref, « J'arrive dans 5 minutes. J'espère que tu as de bonnes nouvelles. » Les 5 minutes qui suivirent semblèrent durer une éternité. Émilie observait son reflet dans la fenêtre, vérifiant que le petit microphone caché dans son col était bien en place. Elle ne ressemblait plus à la femme terrifiée du café. Son tailleur noir lui donnait une allure professionnelle, assurée. Ses mains ne tremblaient plus. Clara fit son entrée exactement à l'heure prévue, comme toujours impeccablement habillée. Son sourire suffisant s'effaça légèrement quand elle vit qu'Émilie l'attendait avec un verre de vin, parfaitement détendu. « Tu sembles de bonne humeur », remarqua Clara en s'asseyant. « J'espère que ça signifie que tu as mon argent. » Émilie prit une gorgée de vin avant de répondre. « En fait, j'ai mieux que ça. J'ai une proposition à te faire. » Clara haussa un sourcil, surprise par ce changement d'attitude. « Une proposition? Vraiment? » « Oui. » Émilie sortit une enveloppe de son sac. « Mais d'abord, j'aimerais que tu jettes un œil à ceci. » L'enveloppe contenait des photos, des relevés bancaires, des copies de messages. Émilie les avait soigneusement sélectionnés, construisant son dossier pièce par pièce. Elle observa le visage de Clara alors qu'elle parcourait les documents, notant le léger tressaillement de ses lèvres, la tension soudaine dans sa mâchoire. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Clara, sa voix perdant son assurance habituelle. « Tu reconnais certains noms, n'est-ce pas ?» Émilie se pencha en avant. « Pierre Dumont, par exemple. Ou Michel Laurent. Des hommes d'affaires respectables. Tous victimes de chantage. Tous avec la même histoire à raconter. » Clara repoussa les documents, tentant de maintenir son calme. « Si tu essaies de me menacer. » « Te menacer ?» Émilie laissa échapper un petit rire. « Non, Clara. Je ne fais que te montrer que je comprends enfin comment tu fonctionnes. C'est un business pour toi, n'est-ce pas? Trouver les failles, exploiter les faiblesses. Très lucratif. » Le serveur s'approcha pour prendre leur commande. Clara le renvoya d'un geste brusque, son masque de sophistication commençant à se fissurer. « Et tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques » siffla-t-elle une fois le serveur parti. Au contraire. Émilie sortit une deuxième enveloppe. « Je sais exactement ce que je fais. Cette enveloppe contient des informations sur tes activités à Bordeaux il y a 3 ans. Très intéressant de voir comment tu as disparu juste après que plusieurs cadres de la même entreprise se sont retrouvés ruinés. » Le visage de Clara pâlit légèrement. Pour la première fois, Émilie y voyait une trace de peur. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Clara, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ce que je veux ?» Émilie se redressa dans sa chaise. « Je veux que tu disparaisses de nos vies. Complètement. Plus de menaces, plus de chantage, plus rien. » Clara retrouva rapidement son aplomb. « Tu bluffes. Tu n'as aucune preuve réelle. Tu veux parier ?»
Émilie sortit son téléphone et fit défiler une série de messages. J'ai parlé avec tes autres victimes. Certaines sont prêtes à témoigner. D'autres ont gardé des traces de tes menaces, de tes demandes d'argent. Ils n'oseront jamais, répliqua Clara, mais son assurance sonnait faux. Tu crois? Émilie se pencha en avant, baissant la voix. La peur est une chose étrange, Clara. Parfois, elle paralyse. Mais parfois, elle pousse les gens à agir. À se battre. Le restaurant bourdonnait d'activités autour d'elle, mais dans leur bulle de tension, le silence était assourdissant. Clara regardait les documents étalés devant elle, son esprit calculant visiblement ses options. Admettons, dit-elle finalement. Qu'est-ce qui m'empêche de disparaître avec tout l'argent que j'ai déjà? Oh, mais j'y ai pensé aussi. Émilie sortit une dernière enveloppe. J'ai retracé tous tes comptes. Tous tes investissements. Si tu disparais, ces informations seront transmises aux autorités fiscales de 3 pays différents. Clara serra les poings sur la table. Tu mens. Vraiment? Émilie lui montra l'écran de son téléphone. Ces relevés bancaires à Genève te semblent familiers? Pour la première fois, Clara semblait véritablement déstabilisée. Son regard balayait la salle, comme si elle cherchait une échappatoire. Tu ne peux pas gagner, continua Émilie doucement. Pas cette fois. La seule question est de savoir si tu veux partir maintenant, dignement, ou si tu préfères que tout éclate au grand jour. Et tu me menaces? La voix de Clara tremblait légèrement. Non, je te donne une porte de sortie. Plus que tu n'en as donné à tes victimes. Clara resta silencieuse un long moment, son regard fixé sur les documents devant elle. Émilie pouvait presque voir les rouages tourner dans son esprit, évaluant chaque option, chaque issue possible. Qu'est-ce qui me garantit que tu ne parleras pas une fois que je serai partie, demanda finalement Clara. La même chose qui me garantit que tu disparaîtras vraiment, l'intérêt mutuel. Émilie ramassa les documents et les remit dans son sac. Et tu pars, tu gardes l'argent que tu as déjà, et tout le monde continue sa vie. Mais si tu reviens, si tu essaies de nous menacer à nouveau. Elle laissa sa phrase en suspens, le message parfaitement clair. Clara se leva lentement, lissant sa jupe d'un geste machinal. Son masque d'assurance était de retour, mais Émilie pouvait voir les fissures. Tu as changé, constata Clara. Grâce à toi, répondit Émilie avec un sourire froid. Tu m'as appris que parfois, il faut se battre. Clara ramassa son sac, s'apprêtant à partir. Tu sais que ce genre de victoire a un prix? Je sais. Mais certaines choses valent ce prix. Clara hocha légèrement la tête, un geste qui ressemblait presque à du respect. Puis elle tourna les talons et sortit du restaurant, son dos droit, sa démarche assurée, comme si elle partait après un simple déjeuner d'affaires. Émilie resta assise, regardant la porte se refermer derrière elle. Ce n'est qu'alors qu'elle permit à ses mains de trembler, à l'adrénaline de refluer. Elle avait gagné, mais Clara avait raison, la victoire avait d'un goût amer. Les jours qui suivirent le départ de Clara passèrent dans un étrange brouillard. Émilie et Marc évoluaient dans leur maison comme des fantômes, parlant peu, évitant les sujets difficiles. Le silence entre eux était chargé de tout ce qui restait à dire, de toutes les blessures qui devaient encore guérir. Un soir, alors qu'Émilie rangeait la vaisselle du dîner, Marc s'approcha d'elle, une enveloppe à la main. « J'ai pris rendez-vous, dit-il doucement. Avec une thérapeute conjugale. Si tu veux bien. » Émilie posa l'assiette qu'elle essuyait, regardant l'enveloppe qui contenait la carte de visite. Docteur Marie Leblanc, spécialiste en thérapie conjugale et familiale. « Tu crois que ça peut nous aider ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant son scepticisme. « Je ne sais pas, admit Marc. Mais je sais que je ne veux pas te perdre. Et je sais que ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, ça ne peut pas être réparé avec de simples excuses. » Émilie prit l'enveloppe, examinant la carte. Le cabinet se trouvait dans un quartier calme, loin du centre-ville, loin des endroits qui leur rappelaient Clara. « D'accord, dit-elle finalement. On peut essayer. » Le premier rendez-vous fut plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Assis dans le bureau chaleureux de la docteure Leblanc, ils se retrouvèrent confrontés à l'ampleur des dégâts causés par les mensonges et les secrets.
Comment vous sentez-vous maintenant que cette femme est sortie de vos vies, demanda la thérapeute. Émilie regarda ses mains croisées sur ses genoux. Soulagée. Mais aussi, vide. Comme si tout ce qui s'est passé avait créé un fossé entre nous, et je ne sais pas comment le combler. Marc hocha la tête. Je me réveille parfois la nuit, pensant que tout ça n'était qu'un cauchemar. Puis je me souviens que c'était réel, que j'ai vraiment fait toutes ces choses. La confiance, intervint la docteure Leblanc, c'est comme un vase précieux. Une fois brisé, on peut le recoller, mais il faut de la patience, de la précision, et surtout, il faut que les deux personnes veuillent le réparer. Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. Je veux le réparer. Mais j'ai peur. Peur que ça se reproduise, peur de ne plus jamais pouvoir faire confiance complètement. C'est une peur légitime, répondit la thérapeute. Et Marc, comment gérez-vous cette peur chez Émilie? Marc passa une main sur son visage fatigué. Je voudrais pouvoir effacer tout ça. Revenir en arrière et faire les bons choix. Mais je ne peux pas. Alors j'essaie d'être présent, d'être honnête, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. La docteure Leblanc nota quelque chose dans son carnet. La reconstruction de la confiance est un processus. Cela demande du temps, de l'engagement, et surtout de l'honnêteté absolue. Êtes-vous prêt pour ça? Émilie et Marc échangèrent un regard. Pour la première fois depuis des semaines, ils semblaient vraiment se voir, au-delà des blessures et des trahisons. Les séances de thérapie devinrent un rituel hebdomadaire. Chaque mercredi, ils se retrouvaient dans le bureau de la docteure Leblanc, déballant peu à peu les couches de mensonges et de non-dits qui s'étaient accumulées entre eux. À la maison, ils commencèrent à instaurer de nouvelles habitudes. Marc laissait son téléphone déverrouillé, partageait ses mots de passe, montrait une transparence totale dans ses activités professionnelles. Ce n'était pas de la surveillance, mais plutôt des gestes de bonne volonté, des petits pas vers la reconstruction. Émilie, de son côté, apprenait à gérer ses propres changements. L'expérience avec Clara l'avait transformée, lui donnant une force qu'elle ne se connaissait pas. Parfois, cette nouvelle assurance créait des tensions imprévues dans leur dynamique de couple. « Et tu n'es plus la même », lui dit Marc un soir, alors qu'ils marchaient dans leur quartier, une nouvelle habitude qu'ils avaient prise pour parler. « Non, je ne le suis plus », admit Émilie. « Est-ce que ça te dérange ?» Marc réfléchit un moment avant de répondre. « Non. Ça m'impressionne, en fait. Tu as été tellement plus forte que moi dans toute cette histoire. » « Ce n'est pas une question de force, répondit Émilie doucement. C'est une question de choix. Tu as fait de mauvais choix, mais maintenant, tu en fais des bons. Les semaines passèrent, se transformant en mois. Petit à petit, les moments de tension diminuèrent, remplacés par une nouvelle forme d'intimité, plus profonde, plus authentique. Ils réapprenaient à se faire confiance, mais aussi à se connaître, comme si l'épreuve qu'ils avaient traversée les avait transformés en nouvelles versions d'eux-mêmes. Un soir, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, Émilie reçut un message de Sophie. Des nouvelles de Clara, qui avait été aperçue à l'étranger, loin de leur vie. Émilie regarda le message un moment, puis le supprima. « Tout va bien ?» demanda Marc, remarquant son hésitation. « Oui » répondit-elle, et pour la première fois depuis longtemps, c'était vrai. « Je pense qu'on va s'en sortir. » Marc posa le couteau qu'il utilisait pour couper les légumes. « Comment tu peux en être sûre ?» Émilie s'approcha de lui, posant une main sur son bras. « Parce qu'on travaille tous les deux dans la même direction maintenant. On ne cache plus rien, on ne fuit plus. » Cette nuit-là, allongés dans leur lit, ils parlèrent pendant des heures, comme ils ne l'avaient pas fait depuis des années. De leurs peurs, de leurs espoirs, de leurs projets d'avenir. La présence de Clara dans leur vie avait été comme un poison, mais peut-être que l'antidote avait été là depuis le début, l'honnêteté, la volonté de se battre ensemble plutôt que l'un contre l'autre. « Je t'aime » murmura Marc dans l'obscurité. La nouvelle toi, l'ancienne toi, toutes les versions de toi. Émilie serra sa main dans la sienne. « Je t'aime aussi. Même avec nos cicatrices. » C'était un nouveau départ, pas parfait, mais réel. Les blessures guérissaient lentement, laissant des marques qui leur rappelleraient toujours ce qu'ils avaient traversé, mais aussi ce qu'ils avaient réussi à surmonter ensemble.
Un an s'était écoulé depuis la confrontation avec Clara. L'automne parait les arbres de leur quartier de teinte dorée, et Émilie observait ce changement depuis la fenêtre de son nouveau bureau. Après l'épreuve qu'elle avait traversée, elle avait décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière, quittant son ancien poste pour créer sa propre entreprise de conseil. Son téléphone vibra sur le bureau. Un message de Marc: « N'oublie pas, dîner chez Sophie ce soir. Je passe te chercher à 19h. » Elle sourit en lisant le message. Ces petites attentions quotidiennes, autrefois considérées comme acquises, avaient maintenant une saveur particulière. La journée passa rapidement, ponctuée de réunions avec des clients et d'appels en visioconférence. Émilie s'était découvert un talent naturel pour aider les autres à traverser des situations de crise. Son expérience personnelle, aussi douloureuse fut-elle, lui avait donné une perspective unique sur la résilience et l'adaptation au changement. À 18h45, elle commença à ranger ses affaires. Son regard tomba sur une photo encadrée sur son bureau, elle et Marc lors de leurs dernières vacances en Bretagne, souriant face à l'océan. C'était leur premier voyage depuis l'incident, une façon de marquer leur nouveau départ. Marc arriva pile à l'heure, comme toujours maintenant. Cette ponctualité, cette fiabilité, faisaient partie des changements qu'il avait apportés à sa vie. Il n'était plus l'homme qui se cachait derrière des mensonges et des secrets. « Bonne journée » demanda-t-il alors qu'il marchait vers la voiture. « Productive » répondit Émilie. « J'ai signé un nouveau contrat avec une entreprise qui traverse une restructuration. Ils ont besoin d'aide pour gérer le changement. » Marc hocha la tête, comprenant le sous-entendu. « Tu es devenue experte en gestion de crise. »« On peut dire ça » sourit-elle. « La vie a une drôle de façon de nous préparer à notre futur. » Pendant le trajet vers chez Sophie, ils parlèrent de leurs projets, de leurs rêves pour l'avenir. La communication entre eux était devenue plus naturelle, plus honnête. Les silences n'étaient plus chargés de non-dits et de secrets. « Tu sais, » dit Marc alors qu'ils approchaient de la maison de Sophie, « je pensais à quelque chose aujourd'hui. » « Quoi donc ? » Je me demandais ce qui serait arrivé si Clara n'était jamais entrée dans nos vies. Si j'avais fait les bons choix dès le début. Émilie réfléchit un moment. « Je pense que parfois, on a besoin de traverser le feu pour devenir plus fort. Ce n'est pas l'épreuve elle-même qui compte, mais ce qu'on en fait. » La soirée chez Sophie fut chaleureuse et animée. Leur amie avait été promue inspectrice principale, et ils étaient là pour célébrer. La maison résonnait de rires et de conversations, un contraste saisissant avec les moments sombres qu'ils avaient traversés un an plus tôt. « À la réussite » lança Sophie, levant son verre. « Et au nouveau départ » Émilie et Marc échangèrent un regard complice. Ils savaient que Sophie faisait référence à bien plus qu'à sa promotion. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Sophie prit Émilie à part dans la cuisine. « Des nouvelles » demanda Émilie, sachant que son amie gardait toujours un œil sur les activités de Clara. « Rien depuis des mois » répondit Sophie. « Elle semble avoir définitivement quitté le pays. » « Tu avais raison, elle préfère éviter les confrontations quand elle n'a pas l'avantage. » Émilie hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et de fierté. « C'est mieux ainsi. »« Et vous deux » demanda Sophie, regardant vers le salon où Marc discutait avec d'autres invités. « Comment ça va vraiment ? » « Ça va bien » répondit Émilie avec sincérité. « Ce n'est pas parfait, ce ne le sera probablement jamais, mais c'est réel. On a appris à être honnête l'un envers l'autre, même quand c'est difficile. » Sur le chemin du retour, Émilie regarda les rues familières défiler par la fenêtre. La ville semblait différente maintenant, comme si l'épreuve qu'ils avaient traversée avait changé leur perception de tout. « À quoi tu penses » demanda Marc, remarquant son air pensif. « Je pense à nous. À tout ce chemin qu'on a parcouru. » Elle se tourna vers lui. « Tu sais, quand j'étais par terre dans ce café, je croyais que tout était fini. Que je ne pourrais jamais te pardonner, que notre vie était détruite. » Marc serra légèrement le volant. « Et maintenant ? » Maintenant, je sais que parfois, il faut que tout s'écroule pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus solide. Elle posa sa main sur la sienne. On est plus fort qu'avant, plus vrai aussi. Arrivés chez eux, ils restèrent un moment dans la voiture, regardant leur maison illuminée par la lune.
Cette même maison qui avait été témoin de tant de secrets et de mensonges était maintenant leur refuge, leur nouveau départ. On rentre, proposa Marc doucement. Émilie sourit. On rentre. Main dans la main, ils marchèrent vers leur porte d'entrée. L'avenir n'était pas écrit, mais ils savaient maintenant qu'ils pouvaient affronter n'importe quelle tempête ensemble. Leur histoire n'était pas celle d'un couple parfait, mais celle d'un couple qui avait choisi de se battre pour leur amour, de se reconstruire après la tempête. Et peut-être que c'était ça, finalement, le véritable amour, non pas l'absence d'obstacles, mais la volonté de les surmonter ensemble.